Hey, ici Jade Coaching, ton spécialiste de l'enseignement des statistiques. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la santé. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter l'exemple d'une ANOVA à un facteur, un concept difficile, mais que je vais te rendre très simple avec un exemple concret. Donc, que tu sois au début de ton semestre, au début des révisions ou 1 heure avant l'examen, je vais essayer de te sauver. Allons-y, c'est parti, let's go! Ok, alors maintenant on passe à l'exemple. Alors l'exemple de Nova a un facteur. Donc c'est quoi l'exemple? C'est on a un examen qui est noté sur 10, c'est un examen oral, et on a pris un échantillon de 9 étudiants. Donc 9 étudiants ici. On a pris les notes de 9 étudiants et on les a comparés suivant en fait l'examinateur qu'ils ont eu à l'examen oral. Donc on a l'examinateur numéro 1 ici, l'examinateur numéro 2 et l'examinateur numéro 3. Donc j'ai mis des petites images histoire d'avoir un examinateur en tête. Et donc le 3 là, c'est la note du premier étudiant qui est passé devant l'examinateur 1. Donc c'est 3 sur 10. 2 sur 10, c'est la note d'un étudiant qui est passé devant l'examinateur 1. Et ensuite 1, 5, 3, 4 pour les étudiants qui sont passés devant l'examinateur 2. 5, 6, 7 pour les étudiants qui sont passés devant l'examinateur 3. Donc, on voit bien qu'on a bien les notes de 9 étudiants. On a mis aussi ici mu1, c'est la moyenne théorique de la distribution des notes suivant si on passe devant l'examinateur 1. mu2, la moyenne théorique pour l'examinateur 2. Et mu3, la moyenne théorique pour l'examinateur 3. Donc, on a bien 3 groupes. 9, c'est le nombre de candidats, donc on note ça n. Et on dit que c'est une ANOVA à un facteur parce qu'il y a un seul facteur qu'on va observer qui est la note de l'étudiant. On va faire le test maintenant au seuil alpha, donc 0,05, donc 5%, un test classique. Alors, l'hypothèse nulle qu'on va considérer, c'est que les moyennes des différents groupes sont identiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en français que si un étudiant passe avec l'examinateur 1, l'examinateur 2 ou l'examinateur 3, il va avoir la même note. Donc, il n'y a pas d'influence suivant de la note de... Enfin, il n'y a pas d'influence de l'examinateur sur la note de l'étudiant. Donc, j'ai essayé de représenter ça comme ça pour avoir un visuel. Donc, mu1 égale à mu2 égale à mu3. Donc, les trois moyennes théoriques sont les mêmes et donc les trois distributions sont identiques. Alors, l'hypothèse alternative qu'on va considérer, donc H1, c'est que les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques. Donc, il y en a au moins une qui est différente. Alors, ça veut dire quoi aussi en français? Ça veut dire qu'il y a au moins un examinateur qui est soit plus sympa, soit plus sévère. Donc, il va falloir soit éviter, soit plutôt avoir la chance de tomber sur cet examinateur-là. Alors, j'ai représenté ça aussi comme ça sur mon dessin. Donc, trois distributions dont là, les moyennes sont toutes différentes. Mais encore une fois, c'est juste une illustration. Il faut juste qu'il y en ait une qui soit différente des deux autres. Donc, voici les deux hypothèses qu'on va tester avec ce test-là. Alors, on passe maintenant à l'étape 1 de la méthode ANOVA à un facteur, qui est de calculer les moyennes empiriques. Alors, on a mis une dernière ligne dans le tableau avec les moyennes empiriques. Donc, on note x1 bar, x2 bar, x3 bar. Donc, x1 bar, c'est la moyenne empirique pour l'échantillon de l'examinateur 1. x2 bar, c'est la moyenne empirique pour l'échantillon de l'examinateur 2. Et x3 bar pour l'examinateur 3. Donc, on appelle ça empirique parce que c'est la moyenne qu'on obtient en utilisant l'échantillon. Donc, pour le groupe 1, on va faire la moyenne. Donc, 3 plus 2 plus 1 divisé par 3, puisqu'il y a 3 notes. Ça fait 6 divisé par 3, ça fait 2. Pour le groupe 2, donc 5 plus 3 plus 4 divisé par 3, ça fait 12 divisé par 3, ça fait 4. Et pour le groupe 3, 5 plus 6 plus 7 divisé par 3, ça fait 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc ça, le 2, c'est la moyenne euh, pour l'examinateur 1. 4, c'est la moyenne empirique pour l'examinateur 2. Et 6, c'est la moyenne empirique pour l'examinateur 3. Et on va aussi en plus calculer la moyenne empirique globale, qui est en fait où on doit prendre tout l'échantillon et diviser par le nombre d'étudiants, donc 9. Donc ça fait 36 divisé par 9, ça fait 4, qui est la moyenne empirique globale. Donc ceci achève l'étape 1 de la méthode ANOVA à un facteur. Alors, dans l'étape 2, on va calculer les sommes des carrés des écarts intraclasses. Donc, on appelle ça
S donc pour somme, C pour carré et intra pour intraclasse. Donc le mot classe ou groupe, bon, à peu près la même chose. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Alors on a le tableau qu'on avait calculé juste avant avec les moyennes théoriques et les moyennes empiriques. Alors maintenant, je vais représenter les données de la façon suivante. Donc j'ai la première valeur là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il faut bien garder en tête que les valeurs que j'ai prises pour cet exemple-là sont ultra simples. C'est pour pouvoir en fait comprendre. Mais il faut se dire que j'aurais pu prendre des valeurs. Donc j'ai mis des points juste là, ici, ici, ici et ici. Des valeurs qui ne sont pas forcément entières. Parce que la note d'un étudiant, on le sait très bien, n'est pas forcément un nombre entier pile. Mais pour l'exemple, j'ai pris que des entiers pour vraiment simplifier les calculs et la compréhension. Donc, je vais expliquer comment calculer cette somme des carrés, des écarts intraclasses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple la première classe, donc, qui est juste là, et on a la moyenne empirique qui est 2. Et on a trois valeurs qui est 1, 2 et 3. On peut revenir au tableau, 1, 2 et 3, et puis la moyenne empirique qui est 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, pour le 1 là, je vais faire la différence entre 1 et la moyenne empirique de la classe, donc 1 et 2. Ce que j'ai fait juste là, donc ça fait 1 moins 2, et je vais mettre au carré. Et donc, si je fais la différence entre 1 et 2, ça me fait cette longueur-là. Et si je mets au carré, bah, euh, ça fait le carré là, en fait. Ça fait l'aire du carré juste là. Donc, je vais sommer l'aire de ce carré-là, plus l'aire de l'autre carré, là, 3 moins 2 au carré, qui est en fait l'aire du carré qui est juste là. Et puis 2 moins 2, bon là, il n'y a pas de carré parce que c'est le même point, donc il n'y aura aucune surface. Je vais refaire la même chose pour le deuxième groupe ou la deuxième classe. Donc, je regarde dans le tableau, il y a 5, 3, 4. Donc, ici, les trois points là, donc 1, 2 et 3. Et la moyenne empirique, c'est 4. Donc, je vais faire encore une fois la somme des carrés. Alors, par exemple, pour le 3, je fais 3 moins 4, donc parce que 4, c'est la moyenne empirique. Ça me fait cette longueur-là. Je mets au carré, ça me fait ce carré-là. Donc là, c'est ce que j'ai mis en rouge là, c'est ce carré-là. Le 5 moins 4 au carré, c'est ce grand carré-là. Et le 4 moins 4, il n'y en a pas parce que, encore une fois, c'est le même point. Mais là, c'est une coïncidence, hein, c'est juste dans l'exemple. Alors, pour le troisième groupe ou la troisième classe, donc on regarde les valeurs 5, 6, 7. Donc 5, 6, 7. La moyenne empirique, c'est 6. Je vais faire la somme des carrés. Alors, pareil, par exemple, pour le 7, bah, je fais 7 moins 6. Cette longueur-là au carré, donc ça me fait ce carré-là. 6 moins 6, bon là, il n'y a rien. Et puis 5 moins 6 au carré, ça me fait l'aire de ce carré-là. Donc c'est pour ça que on appelle ça la somme des carrés des écarts intraclasses. Et là, vous avez une visualisation claire de ce qui se passe. Et alors, si vous faites tout ce calcul-là, alors je l'ai fait à votre place, bien évidemment, ça va donner 6. Donc 6, c'est la somme des carrés intraclasses. Et puis, je sais très bien qu'il y a toujours des puristes qui regardent ces vidéos-là. Donc, pour les puristes, pour les mathématiciens purs, on peut écrire la somme des carrés intraclasse avec le signe sommation. On fait les valeurs de la première classe moins la moyenne empirique de la première classe au carré, plus les valeurs de la deuxième classe moins la moyenne empirique de la deuxième classe au carré. Et la même chose pour la troisième classe, juste là. Donc, ceci achève l'étape où on doit calculer la somme des carrés des écarts intraclasses. Pour l'étape 3, on va calculer les sommes des carrés des écarts interclasses. Donc, on note ça S pour somme, C pour carré et inter pour interclasse. Alors, on va faire le petit schéma. Donc, on va faire le petit schéma là. Et là, on va mettre x1 bar, x2 bar, x3 bar et la moyenne empirique globale, x bar bar. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la différence entre x1 bar et la moyenne empirique globale et on va mettre ça au carré. Donc, si on prend la différence, ça fait la longueur en vert et qu'on met au carré, ça fait un grand carré vert juste là, qui est le 2 moins 4 au carré. Le 4 moins 4 au carré, bah, c'est la moyenne empirique 2 moins x bar bar. Bon, ça va faire 0, donc il n'y a pas de carré. Et puis, pour la troisième classe, 6 moins 4, donc 6 qui est la moyenne empirique de la classe 3, moins 4 qui est x bar bar au carré.
Donc ça me fait le grand carré bleu là. Et on fait x3 à chaque fois. Donc là, x3 parce qu'il y a 3 éléments dans la classe 1. Ici, x3 parce qu'il y a 3 éléments dans la classe 2. Et ici, x3 parce qu'il y a 3 éléments dans la classe 3. Donc c'est un hasard qui est le même nombre d'éléments dans chaque classe. On aurait pu prendre un nombre d'éléments différents, ça ne change rien. Donc, si on fait le calcul, ça fait 12 plus 0 plus 12 qui est égal à 24. Et donc, pour, encore une fois, les puristes, s'ils veulent écrire ça sous forme mathématique, on peut écrire ça comme N1 où N1, c'est le nombre d'individus dans la classe 1, N2, c'est dans la classe 2 et N3 dans la classe 3. Donc, ceci achève l'étape 3 qui est le calcul de la somme des carrés des écarts interclasses. Pour l'étape 4, on va calculer la statistique de test T. Donc, on va définir la statistique de test T comme étant la somme des carrés des écarts interclasses divisé par K-1 sur la somme des carrés intraclasses divisé par N-K. Alors, le K-1, c'est le degré de liberté de la somme des carrés des écarts interclasses. Et puis, le N-K, c'est les degrés de liberté pour la somme des carrés des écarts intraclasses. Donc, je rappelle, K, c'est le nombre de classes ou de groupes. Donc, ici c'est 3. Et N, c'est le nombre d'étudiants ou de notes. Ici, c'est 9. Donc, d'après la théorie des probabilités, cette statistique-là va suivre, suivant l'hypothèse nulle, une loi de Fisher que je note F avec K-1 degré de liberté et N-4 degré de liberté. Donc ici, dans notre exemple à nous, ça va être une loi de Fisher avec 2 degrés de liberté et 6 degrés de liberté. Petite remarque, je n'ai pas expliqué pourquoi est-ce que le degré de liberté c'est K-1 pour SC, la somme des carrés interclasses, et N-K pour la somme des carrés intraclasses. Parce qu'en fait, c'est une question un peu plus avancée, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail ou poser la question dans les commentaires et je vous y répondrai avec plaisir. Donc ça, c'est pour la statistique. Et maintenant, pour l'échantillon observé, la statistique observée par rapport à notre échantillon, je vais remplacer les valeurs. Donc, pour la somme des carrés interclasses, on remplace par 24. La somme des carrés intraclasses, on remplace par 6. On remplace K par 3 et N par 9. On fait le calcul et on trouve 12 pour la statistique observée par rapport à l'échantillon donné, ce qui achève l'étape 4. Alors, on passe maintenant à l'étape 5, qui est la décision de rejeter ou pas l'hypothèse nulle. Et donc, on va tout d'abord utiliser la règle de décision avec la zone de rejet. Donc, il faut se rappeler que la loi de Fisher, c'est une loi qui est asymétrique avec une queue qui pointe plutôt vers la droite. Donc, la zone de rejet, pour notre test, ça va être tout ce qui est après le quantile 1 moins alpha. Alors, alpha, ça vaut 0,05. Donc, ça va faire le quantile 0,95. Donc, il vaut 5,14 pour une loi de Fisher avec 2 et 6 degrés de liberté. Donc, la zone de rejet, c'est toute la partie en rouge là, qui est juste après le 5,14, qui est le quantile 1 moins alpha. Comme la statistique observée, T observée était calculée juste avant, est égale à 12. 12 se trouve après le 5,14. Donc, la statistique observée est plus grande que le quantile 0,95. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle au seuil alpha, donc au seuil 5%. Et donc, les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques. Il y en a au moins une qui est différente. Alors, toujours dans l'étape 5 pour la décision de rejeter ou pas l'hypothèse nulle, on va prendre une autre règle de décision. Donc, ça, c'est une autre possibilité de faire. C'est avec la p-value ou p-valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on est dans le cas d'un test unilatéral à droite, puisque la loi de Fisher est asymétrique avec une queue qui pointe vers la droite, la p-value ou p-valeur va être calculée quand la probabilité que t soit plus ou égal à t observé, sachant l'hypothèse nulle. Donc, la probabilité que t soit plus ou égal à 12, sachant l'hypothèse nulle. On calcule cette probabilité-là avec un logiciel, la loi de Fisher 2, avec degré de liberté 2 et 6, et on trouve 0,008. Et cette valeur-là représente aussi l'aire de la partie en bleu juste là après t observé. Donc ça, c'est pour la p-value.
Alors pour le niveau du test dans ce test, unilatéral à droite, il peut aussi être vu comme la probabilité que t soit plus grand ou égal au quantile 1 moins alpha, sachant l'hypothèse nulle. Donc la probabilité que t soit plus grand ou égal à 5,14 qui est de 0,05 et c'est aussi, l'aire de la partie en rouge juste là. Maintenant, comme, la p-value, qui est 0,008 est strictement plus petite que 0,05, qui est le niveau du test, on va rejeter l'hypothèse nulle au seuil alpha. Donc les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques, on a au moins une qui est différente. Alors en conclusion, pour cet exemple-là, on, a rejeté l'hypothèse nulle au seuil, alpha, donc au seuil 5. Donc, c'est l'hypothèse alternative qui gagne entre guillemets. Et donc, les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques. Donc, il y en a au moins une qui est différente. Donc, ça veut dire quoi concrètement dans notre exemple? Ça veut dire que parmi ces trois examinateurs-là, il y en a probablement un qui est plus sympa ou plus sévère. Donc après là, je vous laisse juger du tableau et voir qui pourrait être plus sévère ou plus sympa. Donc, mais voici la conclusion qu'on a pour cet exemple d'une ANOVA à un facteur. Alors maintenant, on va résumer la méthode pour une ANOVA à un facteur. Donc, l'étape 1, c'est calculer les moyennes empiriques. L'étape 2, c'est calculer la somme des carrés des écarts intraclasses. L'étape 3, c'est calculer la somme des carrés des écarts interclasses. L'étape 4, c'est calculer la statistique observée, qui est la somme des carrés interclasses divisé par k-1, le tout divisé par la somme des carrés intraclasses divisé par n-k, où k, c'est le nombre de classes et n, c'est le nombre d'observations. Et l'étape 5, c'est observer que sous l'hypothèse nulle, la statistique T suit une loi de Fisher avec K-1 degré de liberté et N-4 degré de liberté. Et finalement conclure soit avec la règle de décision de la zone de rejet, soit la règle de décision avec la p-value. Donc voilà la méthode pour une ANOVA à un facteur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu recherches des cours privés, des cours en ligne, des cours à distance, des fiches résumées et bien plus encore pour passer tes examens, pour réussir tes examens, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site web qui est www.ja-coaching.com et on se voit très très bientôt pour une nouvelle vidéo.